La naissance de la STV, c'était le 10 janvier 1984. Je vous propose tout de suite de revoir une partie de cette première émission du canal local qui a été diffusée donc le mardi 10 janvier à 18h30. Voici l'introduction de cette première émission. Bienvenue dans les locaux de la STV, qui sont situés au 4e étage de la maison communale de Grande-Synthe. Locaux qui serviront de base à la réalisation et la production de nos différents documents que sont le journal d'information locale, le télétexte et tout ce qui fera l'information sur la vie de la cité. Pour cette soirée inaugurale, je vous propose le programme suivant, une visite des locaux techniques de la STV ainsi qu'une présentation de l'équipe technique de la STV. Au sommaire également de cette émission, la diffusion du numéro 1 du journal d'information locale. Ensuite, nous aurons à chaud les réactions de quelques personnalités, quelques présidents d'associations ou de clubs sportifs qui donneront leur avis sur ce que peut être et ce que sera peut-être la télévision locale de Grande-Synthe. Et aussi quelques interviews qui ont été réalisées la semaine dernière par l'équipe de la STV dans divers points de la ville, sur le marché à l'Albec, sur le marché avenue du Général de Gaulle, ainsi que dans la galerie marchande, etc. Tout de suite, je vous propose de faire un tour sur le plateau de la STV. Le plateau de tournage qui servira de base à la mise en forme du journal d'information locale. Je vous présente au passage Jean-Claude Fournier, cadreur, mais qui est aussi reporter pour la structure de la STV. Et Régis de Quecker qui aura le privilège d'inaugurer ce numéro 1 du journal d'information locale. Alors Régis, quel sera le menu, quel sera le programme de ce numéro 1 du journal? Eh bien, au journal numéro 1, nous suivrons un reportage sur l'ADREMAP. Nous vous présenterons Jean Mérette, un sportif canadien venu s'installer à Grande-Synthe. Nous vous inviterons à découvrir une exposition qui a lieu en ce moment au lycée Ouest. Et d'autres sujets seront également traités dans ce journal. Il faut préciser également qu'étant donné la polyvalence de l'équipe, le journal pourra être animé par d'autres présentateurs. Eh bien donc, rendez-vous dans une dizaine de minutes pour le journal d'information locale numéro 1. Bien sûr, nous n'allons pas revoir ce journal d'information locale numéro 1 de janvier 84. Par contre, je vous propose de revoir tout de suite cette interview qui avait été faite par notre équipe au marché afin de savoir ce que vous, grâce à toi, attendiez de votre télévision locale. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme programme sur le canal local de Grande-Synthe? Toutes sortes. C'est-à-dire des bons films principaux. des films? Ah ouais. Mais une télé locale, est-ce que vous croyez que ça va être la même chose qu'une télé normale? Non, d'accord. Non, mais moi on verra qu'est-ce qui passera à droite à gauche, dans la ville de Grande-Synthe. À quel niveau? Sportif, social? Qu'est-ce qui vous intéresse? Social, toutes sortes. Tout la ville de Grande-Synthe. Les informations, qu'est-ce qui se passe à Grande-Synthe. La télévision locale, ça sert à savoir ce qui se passe dans la ville. Je ne sais pas si ça a un grand rapport avec les télévisions vraiment de la France, enfin les télévisions TF1 et Antenne 2, mais je trouve que pour la région, pour la ville, c'est beaucoup mieux. C'est très bien informer les gens. Et est-ce que vous serez une téléspectatrice habituelle de la télévision locale Ah, oui. Ah, oui, moi j'aime bien savoir tout ce qui se passe. Pour le travail, vous voyez, passer des annonces, parce qu'il passe déjà des annonces sur c'est FR3 ça, oui. Mais c'est pas assez, ça serait mieux directement à Grande-Synthe, voilà. Passe tout ce qui se passe dans notre ville, le sport, les chanteurs, tout, qu'est-ce qui nous intéresse, environ Pour tous les jeunes qui sont en âge adulte à trouver du travail. Aussi bien par les stages, les formations, tout, aussi bien n'importe quel sujet pour les jeunes principalement. D'abord c'est ce qu'il faut de plus ici à Grande-Synthe. Hein. Alors ça, bien sûr, c'était avant la première émission. Maintenant, je vous propose de voir la réaction des Grands Saintois après cette première émission du journal d'information locale. C'était donc le 17 janvier 1984.
Je vais vous dire ce que j'ai ressenti un petit peu. Oui, bien sûr. Oui. Bon, tout d'abord, un petit cafouillis. Un petit cafouillis. Oui. Quel niveau? C'est-à-dire que ce qui m'a manqué pour moi, quoi qui suis habitué, comme beaucoup de téléspectateurs, à regarder les télévisions, les chaînes sur la chaîne nationale, Oui. eh bien, je n'ai pas trouvé de fil conducteur. Ah d'accord. Ah bon, je crois C'est que... pas un problème de perfection technique. Ah si, il y aura après, à mon avis, un problème de perfection technique. Mais je pense, par exemple, qu'on est habitué aux autres télévisions nationales de savoir, par exemple, que les sports, ça se passe à tel endroit, qu'on a la météo à tel moment. Oui, donc ça, on est un petit peu conditionné. Ça, on a des repères dans le journal On a des qui font repères, que... c'est ça. Tandis que là, j'ai pas senti ces repères, même s'il y avait des choses qui ont essayé d'être bien, hein, mais j'ai perdu un petit peu de l'intérêt parce que j'ai pas réussi à m'y retrouver. Alors je pense que ça serait nécessaire d'avoir un fil conducteur, toute une grille où on puisse s'y retrouver. Mais le journal lui-même était peut-être un peu rébarbatif. Je crois qu'avec plus de fond musical, ce serait peut-être plus agréable à entendre. Et quelles ont été tes critiques? Les reportages sont courts. À la fin de l'émission, j'étais pas tellement emballée. Puis après j'ai réfléchi, je trouvais que pour un début c'était pas mal et que je pense qu'il va y avoir des choses bien après. Et as-tu des critiques à formuler à ce journal? J'ai trouvé qu'il y avait trop de petits flashs, j'aurais préféré qu'il y ait des sujets plus approfondis. Parce que là c'était très court pour chaque personne. On parle trop des associations, des formes municipales. J'ai trouvé qu'on ce qui allait bien dans le Sainte et les aspects positifs des activités saintoises. Et je pense qu'on pourrait peut-être élargir le journal en évoquant les problèmes nombreux qui se posent à Grande-Synthe. Ne pas déborder le cadre de Grande-Synthe puisque ça doit rester un journal local, municipal, mais pas un bulletin municipal. Moi je crois que la télévision locale est fort importante parce qu'elle peut créer un lien entre les différents quartiers d'une même ville. Voilà, c'était la réaction après ce premier journal. 40 ans plus tard, on retrouve Patrice Vermersch, le père, sinon l'un des pères fondateurs de la STV. Dans cette interview exclusive, il revient sur comment la STV est née, sur quels principes et pourquoi 40 ans plus tard, elle est toujours là. Alors l'histoire de la STV, je dirais même qu'elle date d'avant 83, elle date de l'arrivée à Grande-Synthe du réseau câblé qui était l'un des tout premiers en France, puisque pour la partie nord, et d'ailleurs il y avait dans le grand nord de la France où ça se passait, il y avait un réseau câblé à Villeneuve-d'Ascq, il y en avait un du côté de Nancy, à Ludre exactement, et un à Grande-Synthe. La particularité du réseau de Grande-Synthe et celui de Nancy-Ludre, en fait, était qu'il était complètement fiscalisé, c'est-à-dire qu'il ne coûtait pas un sou aux contribuables, si on accepte le fait qu'il était pris dans le budget global de la municipalité. Mais le but, c'était quand même de profiter de la création d'une ZUP à Grande-Synthe pour passer des fourreaux et donc des câbles pour desservir complètement une ville en programme de télévision, en sachant qu'en plus, étant dans le Grand Nord, on recevait automatiquement des programmes venus d'Angleterre, de la BBC et du réseau indépendant ITV, donc 4 chaînes anglaises. On recevait également 2 chaînes flamandes, BRT1, BRT2, qui étaient émises depuis le nord-ouest de la Belgique. Et enfin, les chaînes francophones belges, RTBF1 et Télé 21, qui étaient émises depuis l'arrière-pays du Tournésie, dans ces coins-là. Et donc, en mettant tout ça sur le câble, ça permettait d'avoir un véritable service de télévision assez universel et qui évitait surtout aux Saintois, dans cette ville nouvelle, d'implanter, comme le disait René Carême, le maire à l'époque, ces antennes qui étaient assez disgracieuses sur le toit de toutes les maisons. Donc à partir de là, ce réseau a été très vite construit sur la partie ZUP, autrement dit qui concernait plus ou moins 14 000 habitants. Et dans le même temps, comme la ZAC de Grande-Synthe se construisait juste de l'autre côté de la nationale, il a été décidé d'implanter du câble bien avant qu'on y implante des habitations et des rues. Enfin, donc tout ça, ça a permis tranquillement, d'une part, de voir disparaître totalement les antennes de Grande-Synthe, et d'autre part, de voir arriver tous ces programmes de télévision gratuitement. Et donc Grande-Synthe était quasiment la seule et la première ville en France à pouvoir diffuser à sa population une douzaine de chaînes gratuites chez tous les habitants en fait.
Est-ce qu'on sait, parce que bon, l'idée vient quoi? De René Carême, d'avoir une chaîne de télé à Grande-Synthe, une chaîne de télé locale qui parlerait des Grands-Saintois, c'est quoi? C'est l'idée de René Carême, mais on lui a soufflé l'idée? Il y a un peu des deux. René, en fait, à l'époque, pour qui je travaillais au service communication de la ville de Grande-Synthe, était un visionnaire. Il a été non seulement pour la télé, mais sur beaucoup d'autres équipements publics. Sur la partie télévision, il s'est dit un jour, on discutait comme ça à bâton rompu, il dit, finalement, ce réseau qui diffuse des chaînes françaises, belges, anglaises, tu crois que ça serait possible de faire d'y balancer des images de la ville de Grande-Synthe? J'ai une réponse évidente et immédiate. Bien entendu que oui, on peut. C'est pas une question technique, c'est une question d'autorisation, c'est une question de droit. Et à l'époque, c'était le ministère de la Communication, et ça, je reviens en 1977 et 1979, où ce fameux ministère de la Communication, que j'avais interpellé au nom donc de la ville de Grande-Synthe et sur demande de René Carême, nous avait envoyé un petit peu balader tranquillement, du style, la télé, messieurs, si je schématise un peu, la télé, tout ça, c'est parisien. Hein, donc, votre demande, bref, donc on s'est un peu fait envoyer balader. Et puis, les choses ont avancé progressivement. Ce qui a fait un petit peu office de détonateur, ça a été l'élection en 1981 de Mitterrand, qui a mis en place son premier gouvernement avec à sa tête Pierre Mauroy. Et Pierre Mauroy avait décidé assez rapidement de créer une mission interministérielle pour le développement du câble et des nouveaux services de télévision thématiques notamment et locaux. Ce qui veut dire que Grande-Synthe à ce moment-là, et c'était un petit peu le hasard qui a bien fait les choses pour la ville, pour la télé et en particulier pour moi à l'époque, c'est que tout était à faire et on partait sur non plus une opposition systématique d'autorisation à diffuser des programmes locaux, mais à quelque chose au contraire où il s'agissait de dire au niveau local, que pourrait-on faire d'une chaîne locale, quelle ligne éditoriale, avec quelles autorisations, quelle manière de travailler, avec quel type de personnel, doit-on prendre des professionnels parce que ça va à un coût, enfin bon. Donc il y a toute une réflexion qui a été menée et Pierre Mauroy avait décidé donc la création d'une mission interministérielle pour le développement du câble et des services de télévision, dont les chaînes locales. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu un peu la chance, à partir de 82, de travailler avec cette mission pour développer en même temps un projet purement grand-saintois qui serait une chaîne de télévision locale, publique, destinée à l'ensemble d'une population. Donc c'est un peu comme ça, c'est un résumé un peu long, mais je ne peux pas en faire moins. C'est grâce à tous ces paramètres qu'on a pu en fait travailler sur un projet de télévision locale qui s'est appelé la STV, dans la mesure où on a tout de suite créé une association en 1901 pour porter le futur projet. Il y a une demande particulière du maire à l'époque, René Carême, parce que je crois savoir que ce qu'il voulait, c'est qu'on puisse voir finalement les Grands-Saintois à l'écran, c'est ça, qu'on puisse avoir l'information. Je crois me souvenir d'une de ses phrases, c'était « c'est bête, on sait ce qui se passe à l'autre bout du Absolument. monde, mais on ne sait pas ce qui se passe chez son voisin ». Chez son voisin, exactement, et j'en suis resté à ça, et je dirais même que quand on a monté le projet de Grande-Synthe et quand j'en ai eu la charge à l'époque, c'est sur ces bases-là, sur cette philosophie-là qu'on a créé le canal. On sait ce qui se passe en temps réel à l'autre bout du monde, on ne sait même pas ce qui se passe, non pas chez le voisin, mais quelles sont les préoccupations de nos voisins. Ce qu'il fallait, c'était une espèce de reconnaissance, non pas physique, mais une reconnaissance sociale au travers d'un média. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé, c'est là-dessus qu'on a embauché une équipe en général, des gens du cru, même si on a embauché un ou deux professionnels à l'époque pour encadrer cette équipe et la professionnaliser. Donc la télé est partie sur ces bases-là, sur cette ligne éditoriale-là. Et il n'était pas question de déroger à une thématique 100% locale, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas à l'époque, comme l'aurait souhaité la mission interministérielle à l'époque, et ils l'ont testé sur d'autres réseaux par la suite, avec une télé, avec des films, avec Belmondo, comme je disais en rigolant, la télé locale, Belmondo, je ne peux pas dire qu'on s'en fout, si on veut voir Belmondo, il y avait la première chaîne, la deuxième et la troisième, Antenne 2, comme on disait à l'époque, pour certaines de ces chaînes-là, FR3. Donc la chaîne locale était précisément celle où on ne faisait que du local. Et souvent, j'ai une anecdote par rapport à ça, parce que souvent, quand j'allais dans mes mondanités parisiennes, voir les Jambiens et les Jambons qui allaient nous expliquer du haut de leur grandeur comment on faisait une chaîne locale, souvent on me disait, mais tu te rends pas compte comment tu vas réussir à lutter avec ton petit canal local, avec des images locales, alors qu'il y a de plus en plus de chaînes, parce qu'à cette époque-là arrivaient les nouvelles chaînes thématiques. À l'époque, il y en avait 12, il y en avait 15, maintenant on sait, il y en a des centaines. Et ma réponse a toujours été la même, elle l'était déjà en 83, 84, elle l'est encore plus aujourd'hui, mais ma réponse c'est ça, c'est au contraire, plus il y aura d'autres chaînes
sur l'offre du réseau câblé, plus le canal local aura sa spécificité. Et donc, c'était un petit peu son atout principal, c'était son avantage de proposer carrément autre chose et surtout une télé dans laquelle les gens se reconnaissaient. Oui, la télé dans laquelle les gens se reconnaissaient, et c'est aussi un choix particulier du recrutement parce que à la STV, on n'a pas recruté des gens, des journalistes de l'audiovisuel connus, réputés et professionnels. On a recruté des gens qui venaient d'un peu partout. On a seulement, oui, principalement de l'agglomération carquoise et de Grande-Synthe en particulier, mais on a comme uniquement embauché les 2 professionnels qui allaient encadrer cette équipe et la professionnaliser. À tel point d'ailleurs que, pour la petite histoire, parmi la toute première équipe qui a été embauchée à partir de juin 1983, quasiment tous sont partis après quelques années à la STV, à partir de 5, 6, 7 ans de la STV. On les a retrouvés à France 3, à Lille, à Toulouse, on les a retrouvés à M6 Lyon, à M6 Lille, etc., etc., etc. Donc c'est des gens qui ont vraiment eu une expérience de terrain suffisamment conséquente. Il y a un petit exemple aussi, parce que simplement, les gens qui travaillent dans les chaînes locales, on leur proposait, je dirais même, on leur imposait une espèce de multi-compétence, de polyvalence. Ce qui veut dire qu'un cadreur à la STV était tout à fait capable de venir en appoint quand c'était nécessaire, en devenant ingénieur du son ou en devenant monteur, etc., etc. Donc c'est un petit peu ce qui a fait leur force. Et là, justement, dans les 10 ans qui ont suivi, là on dit ouais, chez les chaînes locales, tout ça c'est des amateurs, les vrais pros c'est nous, parce que nous il y a un cadreur, il y a un monteur, il y a un assistant, il y a le chauffeur de la bagnole, c'est juste qu'il n'y avait pas quelqu'un qui leur servait à manger. Enfin bon bref, dans les chaînes locales c'était une dynamique complètement différente et avec un bon encadrement professionnel, des bonnes formations parallèlement, on a fait de ces jeunes qui n'avaient pas forcément un passé dans l'audiovisuel, même pas une formation initiale, universitaire ou autre, dans l'audiovisuel, on en a fait des véritables pros de la télé, à telle preuve que ceux qui décriaient un peu les chaînes locales, dans les grandes chaînes, entre guillemets, nationales, ont fini par embaucher nos journalistes. Quand je dis nos journalistes, c'était pas seulement ceux de la STV, ça a été vrai pour beaucoup de chaînes locales. Et j'ai toujours fait la comparaison entre les télés locales et les personnels, et ce qui se passe dans le sport. Les grands professionnels de football, de rugby ou d'autres choses, ont toujours commencé dans des petits clubs où ils ont été formés par des petits éducateurs ou des grands éducateurs. En télé, ça a été pareil au bout du compte. On n'avait pas besoin de grands pros qui sortaient des grandes écoles. On avait seulement des gens qui faisaient de la télé, qui faisaient de l'image avec leur tripes et leur conviction, et non pas parce qu'ils faisaient ce métier-là, parce qu'ils n'avaient pas trouvé autre chose. Bon, ils ne voulaient pas devenir agriculteurs, par exemple, pour la petite histoire. Bon, et ça a été vraiment une époque assez intéressante, parce que c'est là qu'on a complètement cassé les codes de la télévision à partir de ces années 80, où on est passé les grands pros, si schématisés un peu, sont forcément parisiens, le reste c'est des bougeux. Les bougeux ont fini par prendre pas mal de place dans le paysage audiovisuel français, et notamment dans l'information, dans le journalisme. Et c'est à cette époque-là aussi qu'on est passé de ces fameuses équipes des chaînes nationales où ils arrivaient à 3 ou 4 avec une caméra, un micro et les deux personnes qui accompagnaient pour qu'ils ne soient pas trop seuls. Dans les chaînes locales, on a inventé ce qu'on appelle les JRI, les journalistes reporters d'images. Il faut se rappeler que les premiers sont partis des chaînes locales. Alors, est-ce que ça fait partie de la légende, cette histoire qui voudrait que la STV, qui était la première chaîne de télévision locale en France, et René Carême aurait été copain avec Georges Filiot, le ministre des Télécommunications, ouais, c'est ça, ouais. Et que le projet à STV aurait servi de base pour dicter la loi sur l'audiovisuel à ce moment-là. Est-ce que ça c'est une légende ou est-ce qu'on est... Il y a un peu de légende quand même, parce que c'est vrai que s'il y avait des accointances entre René et Georges Filiot à l'époque, c'est vrai que Filiot était lui-même entouré d'une équipe de grands penseurs parisiens qui allaient nous expliquer comment ça se passe. Alors qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est cette confrontation qui a fait que d'un côté, au niveau des équipes de la mission interministérielle, et Filiot qui faisait partie à l'époque, sous la présidence de Bernard Schreiner, si je me souviens bien, qui était député du Val de région parisienne, je ne sais plus dans quel département, peu importe. Mais d'un côté, il y avait la volonté d'authenticité avec les contenus, de l'autre côté, la volonté de professionnalisme avec des codes auxquels un média ne peut pas déroger. Je disais moi-même d'ailleurs à l'époque, pour compléter ça, c'est qu'on pourra faire les meilleurs produits locaux avec les meilleurs contenus locaux. Si la qualité des images, du son, du montage n'est pas au top,
ça suffira pas. Ça va marcher à un moment par sympathie, par courtoisie, par reconnaissance locale, etc. Mais ça ne peut pas durer. Donc c'est effectivement la confrontation entre ces volontés des professionnels de laisser la télé en main de professionnels. Ce qu'on disait simplement, c'est que des pros, ça peut se former, y compris en région. Et c'est un peu ce qui s'est passé à Grande-Synthe et par la suite sur une quantité d'autres chaînes locales. Ouais. Mais alors donc cette histoire de Georges Filiou, la STV n'aurait pas servi de base à une création de la loi sur l'audiovisuel en France, l'audiovisuel local. Bon, on a toujours été un petit peu les mauvais élèves de la classe, il faut bien l'admettre, on n'a pas toujours respecté, et c'est tant mieux, ce qu'on nous imposait de faire. Je parlais tout à l'heure des contenus, où on disait, nous on fait du local, on fait de l'information locale, du magazine local, du documentaire local, Belmondo, etc. C'était pas, non, c'était pas notre rôle, c'était pas la place de ce genre de programme, et on s'y est toujours tenu. En cela, on était un petit peu en décalage par rapport à ce qu'auraient voulu nous imposer les gens de la mission interministérielle, en faisant une vraie programmation avec un JT, un film. Non. Et d'ailleurs, j'irai en substance, et ça, personne ne pourra démontrer le contraire. C'est que les premières chaînes qui ont fait de l'information en continu sont des chaînes locales. Ça a été à la STV au début, à une époque, où c'était des magazines locaux, des documentaires locaux, des JT locaux, des captations locales. Bon, ça a été reproduit sur d'autres médias que j'ai bien connus aussi pour les avoir dirigés, mais on a vraiment lancé à ce moment-là la télé en continu. Et beaucoup disaient, les gens qui ont regardé le journal à 18h30, ne vont pas le regarder encore à 19h, à 19h30, 20h, 20h30. Mais au bout du compte, qu'est-ce qui se passe avec maintenant les chaînes d'information en continu, que ce soit sur France Info TV, que ce soit LCI, que ce soit toutes ces chaînes qui existent, BFM et compagnie, c'est pas autre chose. C'est que c'est une programmation, une production d'information en général qui dure plus ou moins 1 heure, et qu'on diffuse à longueur de journée avec une réactualisation au fur et à mesure des événements qui peuvent se passer en journée. Mais au bout du compte, ce ne sont pas les chaînes nationales qui ont inventé la télé en continu. Il suffit de regarder les archives de la télé locale pour se rendre compte que depuis 1987 ou 88, il y a des chaînes locales qui faisaient de l'info en continu, disponible 24 heures sur 24. Le parallèle qu'on peut faire aussi sur la création de cette télé locale, c'est que quand même on n'était pas parti de rien. Il faut savoir que quand j'étais arrivé au service com de la mairie de Grande-Synthe au début des années 70, j'avais un chef, qui est devenu un de mes meilleurs potes d'ailleurs, à la Neuville, qui avait créé dans ce service communication une petite section images, avec l'achat d'une caméra 16 mm, avec laquelle à l'époque les plus vieux Saintois s'en rappelleront, on allait filmer les enfants aux classes de neige, aux classes vertes, aux classes de mer, etc. Et qu'on passait le film quelques jours après le montage aux parents. Et que c'est grâce à cette immersion dans ces images que je faisais donc à partir des années 70 avec Alain Neuville, qu'on a effectivement créé les bases d'une espèce de pôle audiovisuel, cinématographie, on l'appelle comme on veut, et ce qui fait que ça a été encore plus facile pour monter la structure ASTV, la télé locale. Il y avait d'une part l'association qui a porté le projet, je dirais, d'un point de vue associatif et d'un point de vue juridique, parce qu'il a bien fallu déposer un projet, et en face, il y avait cette espèce de culture de l'image qu'on avait depuis les années 70 à la ville de Grande-Synthe. Donc c'est pour ça que, je pense, avec le recul, je pense pas qu'il y avait un autre endroit en France où ça aurait été aussi facile de lancer une chaîne locale qu'à Grande-Synthe, avec, et surtout, et ça je le répète, je le répéterai jamais assez, surtout la volonté politique du maire à l'époque, René Carême, de porter ce projet pour en faire ce qui est devenu, à savoir la première chaîne locale de télévision en France. Et puis, chose aussi importante que j'aime bien signaler, 40 ans après, elle existe encore. Et ce n'est pas forcément le cas de toutes les chaînes locales qui, elles, ont voulu, dans certains cas, singer, imiter les grandes chaînes sans en avoir les moyens. Oui, parce que c'est ça un peu, hein. Elles sont parties souvent dans des délires. Des délires. Moi, il y avait des chaînes de télévision en France à l'époque, locales, qui passaient quasiment la moitié de leur budget uniquement sur de l'achat de programmes. Et quand je dis achat de programme, ce n'était pas des nouveautés, c'était des trucs qu'on avait vus 10 fois, 20 fois sur les chaînes nationales françaises ou régionales.
Et je me suis toujours demandé, mais ils veulent en venir où? Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent démontrer? Qu'est-ce qu'ils veulent prouver? Alors qu'en fait, c'était tellement facile de faire un service fidélisant avec des images locales, pour peu qu'elles soient bien faites par des gens professionnels ou professionnalisés. C'était pas tellement la peine d'aller chercher ailleurs le bonheur qu'on avait entre nos mains, en fait. Et notre décor, ça a toujours été le local et rien que le local.